il y a un chiffrage aussi qui permet de mobiliser, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas seulement de tenir la comptabilité, c'est de montrer à quel point la corruption est endémique, donc son ampleur, et destructrice. Certains observateurs, enfin encore une fois des observateurs publics, estiment que la corruption joue un rôle aussi dans l'accroissement de la violence, hein, notamment dans les pays les plus corrompus. Alors à propos des pays les plus corrompus, on a chaque année aujourd'hui un classement donc, fait par Transparency International, on en parlera pour savoir ce que ça vaut, etc., si ça vous intéresse. Cet organisme mondial, aujourd'hui, Transparency International, donc chaque année publie un rapport sur le niveau de corruption des différents pays, et donc ce classement il se fait sur 180 pays. La France est en 21e position par ordre, donc les meilleurs, ceux qui sont les moins corrompus. Bon, c'est pas une surprise, c'est les pays nordiques. Danemark, Suède, Finlande, etc. sont très bien placés, et ça depuis très longtemps. On essaiera de comprendre pourquoi. C'est évidemment une question intéressante. Pourquoi il y a moins de corruptibilité dans ces pays-là? Quant à la France, donc 21e position, ça veut dire qu'elle arrive dans une position qui n'est pas très honorable. Et pour le dire, parmi les pays riches, c'est un des pays les plus corrompus. Donc là aussi, c'est chiffré, on est dans les zones que je vous donnais tout à l'heure. Il faut savoir que la France arrive, par exemple, dans une position pire que l'Uruguay, le Luxembourg, la Belgique. Certaines années, même pire que l'Italie. Vous voyez, quand on dit l'Italie, tout à coup, on se dit, ah tiens, on a un repère, là, ne serait-ce que symbolique. Hein, l'Italie, c'est le pays de la mafia, enfin des mafias. Eh bien, certaines années, on arrive dans une position pire. Et on n'a pas ce sentiment, hein, en tant que Français, on est surpris par un tel classement. Alors, la façon de procéder de Transparency International, elle est maligne, c'est futé, c'est simple. C'est tout simplement de demander à des grandes directions d'entreprise, ainsi qu'aux élus et à d'autres observateurs, des gens impliqués dans les mécanismes de la corruption, à combien ils estiment, donc chaque année, le prix qu'il a fallu concéder pour obtenir des marchés auprès de la classe politique. Et comme c'est sous anonymat, donc ça permet quand même aux patrons d'entreprise ou aux élus eux-mêmes donc de confesser, on va dire, les pratiques auxquelles ils ont dû céder. Parce qu'évidemment, la question de la responsabilité, là, entre corrupteurs et corrompus, elle est très complexe parce que du côté des corrupteurs, enfin donc les entreprises qui versent de l'argent, on a un témoignage qui consiste à dire c'est pas nous, c'est les élus qui nous obligent, comme des douaniers de leur fonction, à cracher de l'argent ou toutes sortes d'avantages, après on rentrera dans les détails, qui nous obligent à payer, tout simplement, les dessous de table, appelons ça comme ça pour l'instant, les pots de vin, pour donc obtenir des marchés. Et puis du côté des élus, l'argument consiste à dire c'est pas nous les corrupteurs, ce sont les entreprises, chaque élu disant évidemment c'est pas moi, et puis après en tête-à-tête, la confession qui consiste à dire le problème c'est que la vie politique elle ne se finance pas toute seule. Quand on est affilié à un parti, à un groupe politique, il faut que le groupe politique vive. On entend comme ça, il faut que le groupe politique tienne. Vous vous souvenez peut-être de l'affaire des valises qu'il fallait transporter pleines d'argent au moment où Mitterrand est arrivé au pouvoir, donc c'était un peu mis sur la table. Il y a eu assez vite, en 92, la loi d'auto-amnistie des parlementaires, vous en souvenez aussi, qui a fait un scandale, évidemment, mais en même temps, il disait, voilà, du coup, on ne recommencera plus. C'est la fin. On n'a plus besoin de ces financements. Et en fait, ça a parfaitement continué.
moi, dans mon enquête, par exemple, auprès de certains élus socialistes, qui sont arrivés donc avec Mitterrand, les gars disent, oui, mais si on veut arriver au pouvoir, les valises pleines d'argent, il faut bien les transporter, il faut savoir ce qu'on veut. Sinon, on n'y arrivera jamais. Et ça, c'est des paroles de militants socialistes qui sont devenus élus, mais qui disent, sinon, on n'y arrivera jamais. Il faut les transporter, les valises. Il faut savoir ce qu'on veut. Soit l'honnêteté, la pureté, et à ce moment-là, on n'aura jamais le pouvoir, parce que la vie politique, le succès politique, ça se finance. Je parle là vraiment de militants exemplaires hein, dans mon genre. Je l'ai entendu aussi, pour ne pas mettre tout sur le Parti socialiste, du côté des Verts, des témoignages d'élus européens verts qui me disent la première chose qui nous est arrivée en étant élus au Parlement européen, il y avait 7 députés à l'époque, la première chose qui nous est arrivée, c'est d'être invités par les lobbies de l'immobilier. Ou à table, carrément, invités au restaurant, 2 gars représentant les lobbies de l'immobilier nous disent alors comment on va fonctionner. Gérard Onesta, qui était un de ses élus, vous connaissez peut-être, qui a un peu disparu la circulation, mais qui était au bureau des Verts, me disait on leur a répondu qu'on ne mangeait pas de ce pain-là. Et il ajoute on était très naïfs. Il y avait un côté angélique à l'époque. Il dit si c'était à refaire aujourd'hui, on répondrait plus ça. D'une part parce qu'ils sont aperçus que c'était une généralité d'accepter de fonctionner avec les lobbies. Après il y en a eu d'autres qui sont venus les voir, etc. Mais sans argent, en gros, c'est ce que leur disaient les lobbyistes en question, appelons ça les lobbyistes ou les corrupteurs, les représentants en tout cas, des grandes compagnies, leur disaient c'est idiot ce que vous répondez, parce que de toute façon ça ne nous empêchera pas de faire ce qu'on a à faire dans le foncier, dans le bâtiment, mais vous ne grandirez pas. Là, on commence à apercevoir ce que c'est que la vie politique à un haut niveau, c'est-à-dire que la vie politique à un haut niveau a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Et cet argent, il arrive de façon discrète. Parce qu'évidemment, comme vous savez, maintenant c'est plafonné. Autrement dit, il faut avoir un système de fourmis, littéralement, mais qui marche très bien. Et puis, toutes les pratiques de corruption qui, elles, sont discrètes et qu'on va détailler.